Merci à vous, merci beaucoup de cette invitation qui va me permettre effectivement de parler de la bascule adolescente qui consiste à inventer le durable à partir de l'éphémère. Pour ça, je vais tout d'abord évoquer le cas d'une patiente, une jeune patiente de 16 ans qui a été hospitalisée un mois en unité psychiatrique pour une crise suicidaire. C'est une jeune fille qui s'appelle Camélia et qui est très tonique, qui est très déterminée. C'est une patiente qui se pose là dans les soins, mais ne sait pas vraiment ce qu'elle fait là. Elle n'aime pas trop parler d'elle, elle aime bien faire passer les autres avant elle. Et puis, dans cette hospitalisation, elle se sent pas trop là. Elle demande, après une dizaine de jours, à sortir, en tout cas au moins en permission, pour aller rencontrer son associé. Alors, les soignants sont un peu interloqués par ce discours de jeune chef d'entreprise. Et puis, à ce moment-là, elle explique qu'elle est engagée avec un autre jeune de son âge dans une mission auprès de sa commune et de son établissement scolaire qui consiste à lutter contre le gaspillage alimentaire et que donc, voilà, elle a besoin d'avancer ces projets-là. Mais à l'approche de l'entretien dans lequel les permissions, les sorties, etc. vont être décidées avec ses parents, finalement, une recrudescence d'idées noires apparaît. Alors, lors de ce bilan avec les parents, il apparaît que Camélia, dans le service, s'entend donc plutôt bien avec les jeunes, mais par contre, les adultes la trouvent fuyante, l'équipe la trouve fuyante. Elle les sollicite jamais quand elle va mal, et d'ailleurs, elle dit « je vais tout le temps mal, donc ça sert à quoi d'appeler les gens ?» d'appeler les soignants. Et au moment des permissions avec les parents, on s'aperçoit qu'ils se rencontrent peu à la maison, ils se parlent peu, ils sont chacun dans leur pièce, et il y a peu de temps partagé. Et lorsqu'on l'interroge sur ces aspects, elle dit qu'elle ne voit pas effectivement l'intérêt ni de rencontrer autrui, ni de s'appuyer sur eux. Elle revendique son autonomie à tout prix, sa liberté. Et puis l'analyse clinique montrera que finalement, entrer en lien avec autrui quand on est en détresse, ça occasionne chez elle de véritables angoisses de perte. Elle dit « si je m'appuie sur les soignants, comment je ferai quand je serai seule ensuite ?» Alors c'est l'occasion d'évoquer les pertes traumatiques familiales, nombreuses et présentes à toutes les générations. Ces représentations-là et ces pertes qui ont les représentations concernant les morts de la famille aux générations précédentes et qui ont submergé également les parents et rendu compliqué le partage autour de ces questions-là avec Camélia. Et c'est même le contraire qui s'est passé, c'est une inversion des rôles qui s'est mise en place au fur et à mesure des années. Le père de Camélia s'est beaucoup rapproché de sa fille au moment de la perte de sa propre mère à lui, avec qui il était en grand conflit et qui est décédé brutalement. Et depuis 2-3 ans, il y a eu un rapprochement fort avec Camélia. Elle a été très inquiète pour son père, très triste pour lui. Et finalement, elle a fait tous les efforts possibles pour sa scolarité, pour ses projets, pour être à la hauteur. Mais au fur et à mesure des années, finalement, la légitimité que son père avait à ses yeux disparaissait progressivement. Et puis l'estime qu'elle avait d'elle-même baissait aussi, tout aussi parallèlement. Jusqu'à obtenir un sentiment de dangerosité même par rapport à autrui. Donc elle essayait d'animer ce père-là avec des efforts, mais dans le même temps, elle mettait de plus en plus un masque sur son visage et essayait de faire bonne figure. Et finalement, au cours de ses soins, elle a pu entrer dans un lien progressivement plus authentique, notamment autour de ces questions-là, de la perte et de la rencontre. Elle a commencé à s'intéresser à elle, et les parents ont commencé à pouvoir reprendre une fonction de support pour elle. Alors justement, à propos de ces masques, à l'adolescence, si les modifications physiologiques pubertaires sont relativement intemporelles, en revanche, les masques que prend la transformation adolescente selon les époques, les masques sont tout à fait, eux, variables dans le temps. Entre les enfants morts pour la France qui avaient entre 16 et 25 ans, les jeunes contestataires de mai 68 et les adolescents en souffrance psychique au tournant du XXe siècle, cette tranche d'âge a connu pour ce seul siècle dernier des dénominations très diverses. La pulsion adolescente, tantôt mise par les jeunes eux-mêmes ou par les adultes au service de la vie ou de la mort, s'est traduite par des choix d'objets, des investissements que lui ont proposés les époques pour s'exprimer et au passage pour se confronter, s'agripper et s'arracher. Après avoir suscité un certain nombre de débats sur la réalité de ce phénomène en cours depuis 2010, cela ne fait plus de doute en 2020. Une partie importante des adolescents identifiés à l'image canapé selfie s'est levée pour passer à l'action. Leur génération a aussitôt été requalifiée de jeunesse.
rejoignant ainsi par sa dénomination celle de 68, vent debout et pavé à la main, contestant l'ancien monde, ses institutions liberticides et son autorité patriarcale. Au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les baby-boomers arrivaient à la majorité, 21 ans à l'époque, et revendiquaient le pouvoir. Ainsi, le terme commun de jeunesse semble rapprocher deux générations qui partagent une caractéristique, la mobilisation dans l'action. Entre-temps, l'adolescence occidentale avait conservé certaines valeurs de 68, l'esprit de libération et le refus de cette autorité-là, patriarcale, des identifications fidèles également comme celles portées au Tché, fidèles mais empruntées. Ces adolescents étaient pris dans une ambivalence vis-à-vis de leurs aînés, vis-à-vis de la génération qui les précédait, qui était tout aussi attirante qu'écrasante. Les générations anonymes, X et Y, X né entre 1965 et 1980, Y né entre 80 et 99, n'ont pas fait leur révolution. Ils sont restés adolescents comme par procuration, mais adolescents éternels, parfois au point d'être dénommés adolescents par certains, borderline par d'autres, coincés entre un passé idéalisé et un avenir incertain. Au plein emploi succédait le chômage, à la sexualité débridée, le VIH, à l'amour libéré, la réalité du divorce. Cette adolescence no future s'est distinguée de la précédente par sa passivation. Son désœuvrement, son vide, ses crises suicidaires ont illustré la postmodernité, puis l'ont conduite vers une médicalisation de ces troubles autour des années 2000. On ne va pas sauver la planète. La formule caractérisait cette impuissance acquise, rapidement acquise et déjà rationalisée. Ou bien, à l'image du Club des 27, Janis Joplin, du Morrison, Jimi Hendrix, rejoint plus tard par Amy Winehouse, certains jeunes refusaient ce monde qui ne pouvait pas les sauver et qu'ils ne pourraient pas sauver. La génération Z, née après 2000, montre que cette passivation est révolue. En tout cas, au moins retournée en son contraire. Brutalement, en 2018, une mobilisation apparaît chez les jeunes, très jeunes. Greta Thunberg, alors âgée de 15 ans, démarre une grève scolaire et devient rapidement l'icône d'une génération engagée pour le climat. Les centaines de milliers de jeunes qui s'engagent derrière elle rendent visibles ces actions qui mettent en place depuis des années, finalement, notamment autour d'événements comme la COP 21, à côté de laquelle la COI 11, la Conference of Youth, s'était déjà organisée avec des milliers de jeunes. Et ces jeunes s'engagent, ils s'engagent eux et ils engagent leur temps scolaire, en faisant de l'avenir planétaire collectif une priorité sur leur avenir individuel. Et pour cause, une menace extrême d'écocide planant, et dont la révélation s'est faite tout au long de cette deuxième décennie du XXIe siècle, a amené ces jeunes à se mobiliser pour la défense du vivant. Alors, la recherche d'un métier et la construction d'un projet individuel ne font dorénavant plus sens de la même façon. Comment penser un projet durable dans un monde qui se révèle éphémère ? Si cette question fait écho à la nécessaire vocation de la fin de l'adolescence, construire sur le long terme à partir d'une transition éphémère, elle n'en reste pas moins un défi actuellement extrême à relever. En effet, deux temps se distinguent dans le processus adolescent. Si l'entrée dans l'adolescence est marquée par la pression de la transformation biologique, pubertaire, psychique et sociale qui s'impose, elle est d'abord une ouverture, une interrogation. À l'image d'une révolution, cette entrée est parfois bruyante, visible. La sortie de l'adolescence, de son côté, se fait lorsqu'un sujet devient progressivement en mesure d'assurer sa propre survie psychique et physique, séparément et en lien avec le reste du groupe social. Elle se fait lorsqu'il est capable de prendre la responsabilité de lui-même, de devenir ce qu'il est, et pas forcément ce que les autres avaient prédit. L'important n'est pas ce qu'on a fait de toi, mais ce que tu fais de ce qu'on a fait de toi. La sortie de l'adolescence se fait lorsque ce jeune est capable de prendre le pouvoir, de se lever pour agir et de construire son propre chemin. Lorsqu'il est capable de relier le passé et l'avenir, les images qu'il quitte et les actes dans lesquels il s'engage, et que les tensions entre les identités d'enfant et les identifications à l'adulte lui permettent de passer de la déception à la conquête de soi, selon les termes d'Evelyn Kestenberg. C'est l'entrée dans l'adolescence qui rend possible la richesse d'un œil neuf, la remise en question visionnaire, l'exploration sans limite, l'impulsion, mais c'est la sortie qui rend possible la construction. À l'image d'une transition, cette sortie donc est progressive et parfois invisible. Ces deux étapes, successives et complémentaires, connaissent une élasticité, selon les cultures et selon les époques,
Et nos constructions de l'adolescence des 30 dernières années allongeaient de plus en plus le temps qui séparait le début et la fin de celle-ci. Mais avec la génération Z, une soudaine compression de ces deux temps apparaît. À la légèreté de l'enfance succèdent sans transition le sérieux et la sagesse redoutable de l'adage primum non nocere, d'abord ne pas nuire aux générations futures. C'est ainsi que se dessine les missions d'une génération qui n'a d'autre choix pour survivre que de privilégier la défense de ce vivant et la protection de ces générations futures à leurs préoccupations habituelles d'adolescents. Avec toute la lucidité d'un œil neuf, ils observent le monde actuel et réalisent deux choses. D'une part, le système représentationnel construit par leurs ascendants menace le vivant dans son entier. D'autre part, ceux-ci ne réagissent pas proportionnellement au temps imparti. Ils perçoivent tout de même que des adultes, citoyens, sont mobilisés contre cette destructivité, dans un mouvement de coopération mondiale et pour le coup, totalement transgénérationnel. Ceux qui, progressivement, au fur et à mesure des années, sont passés à l'action en faisant leur part. Acceptant que s'ils ne pouvaient sauver la planète à eux tout seuls, il fallait bien être le changement que l'on souhaite voir dans le monde. Au premier plan, il existe une bascule individuelle. La conscience d'une finitude, d'un danger, a produit un passage à l'action, en lieu et place d'une dépression. Il y a une impuissance défaitiste qui consiste à dire « bon, qu'est-ce qu'on peut faire face à tout ça ?» Au lieu d'un doute obsessionnel qui consiste à se demander une issue est-elle possible ? Au lieu d'un déni de la réalité qui consiste à dire « ça n'existe pas ?» Là où beaucoup d'adultes pourraient rester actuellement bloqués. Et les jeunes ont bien discerné ces blocages, ceux des citoyens et surtout ceux des plus puissants qui n'ont pas exercé cette bascule, par exemple. Ils entrevoient ainsi la gigantesque faille d'un système qui fonce dans le mur comme avec le consentement de ses pilotes. Ils comprennent que pour leur survie, il va falloir trouver leur contenance en eux-mêmes et qu'ils manquent de temps. Mais avant cela, ils vérifient s'ils peuvent faire réagir, alerter. Ils appellent à lâcher la croissance économique, l'oralité d'une consommation sans limite. Ils appellent à réduire les besoins, redéfinir les pulsions et leur destin, apprendre à différer. Ils appellent à changer les habitudes, s'organiser, passer à l'action, et donc lâcher cette obsessionnalité procrastinatrice. Et de façon inédite, c'est donc la jeunesse qui appelle les adultes à devenir capables de se limiter et d'agir, de réguler leurs besoins, c'est-à-dire aussi de secondariser. Des enfants appellent finalement des adultes à lâcher leur toute-puissance infantile. Et là où mai 68 luttait contre le surmoi écrasant d'une société trop structurée, 2018 appelle à la reconstitution d'un surmoi et d'un sens collectif comme délité ces dernières années. Lorsque les adolescents, qu'ils aient ou non des troubles psychiques, apostrophent les parents ou les grands-parents, la société, ils les questionnent, ils les provoquent, ils expriment tout autant le besoin de comprendre et d'avoir des réponses que le besoin d'assurer la solidité, de s'assurer de la solidité de leur contenant, de ce moule dans lequel ils vont se couler pour se solidifier. Pour ce faire, ils s'appuient sur les réponses de leurs aînés, ils vacillent sur leur fragilité et paradoxes, et ils tombent aussi dans leur trou noir représentationnel. Les adolescents qui vont le mieux font ce travail avec des mots ou des actes, mais les autres le font avec des symptômes ou des passages à l'acte. S'ils perçoivent que les adultes vont mal, ont perdu la santé, ont perdu le contrôle ou la vitalité, ils développent un attachement insécure dans lequel les rôles s'inversent. Ils se mettent à observer les figures d'attachement avec inquiétude, hypervigilance, et alors ils se détournent de leur monde interne et de leurs besoins. Attitude altruiste, pourrait-on penser, en fait, surtout réflexe de survie. Si le parent ne survit pas, l'enfant meurt aussi. Le bébé le sait très jeune, et c'est d'ailleurs la logique darwiniste de la théorie de l'attachement. Cette préoccupation pour l'adulte se fait au prix du moi qui est siphonné, détourné au profit d'autrui. Et lorsque des patients se sont préoccupés comme cela de leurs parents, malades, déboussolés, au fil des années, cette inversion des rôles leur a coûté à la fois la délégitimation des adultes, tout autant que la haine d'eux-mêmes. Indépendamment de l'amour, d'ailleurs, que les parents ont pour eux et qu'ils ont pour leurs parents. Lorsque le parent a montré son extrême difficulté à gérer la situation, d'élever son enfant et à lui procurer la sécurité, la stabilité, un avenir à désirer, l'enfant prend la main, comprenant qu'il ne fallait pas trop solliciter les adultes, mais plutôt prendre sur soi. Mais la tâche étant trop ambitieuse, elle l'a maintenu, cet enfant, dans une position réparatrice qui n'était pas son rôle, et qui consiste à maintenir animé ce qui ne l'est pas, ou ce qui ne l'est moins, ou ce qui ne l'est plus. Le reste ne fait plus sens alors, c'est-à-dire prendre soin de soi, réaliser ses propres projets, investir le lien aux autres, autrement que dans une dynamique de sauvetage et de protection, et dans l'emprise que celle-ci inclut nécessairement.
La psychopathologie du développement illustre à quel point l'enfant, puis l'adolescent en développement, ne peut construire son contenant familial et autres, en plus de sa propre identité. Ou bien, s'il le fait pour survivre, c'est à un coût individuel extrême. La fonction contenante parentale inclut deux rôles fondamentaux, protéger et mettre en sens, c'est-à-dire établir un filtre protecteur et sensé vis-à-vis du monde. Comme chez les animaux, l'individu adulte gère la surveillance des conditions extérieures, des prédateurs, des ressources. Ce faisant, il protège le petit et lui permet d'explorer le monde tout en lui transmettant son savoir-faire. Car les missions d'exploration sont incompatibles chez le petit avec les missions de vigilance. Chacune nécessite trop de ressources, ne serait-ce qu'attentionnelles. Les soins des adolescents hospitalisés en psychiatrie consistent essentiellement à rétablir l'ordre des choses. Remettre les parents en position de contenant protecteur et le jeune en position d'explorateur protégé et donc confiant. Avant la génération Z, probablement aucune autre génération n'avait connu d'angoisse de perte et de dislocation à ce point, concernant le vivant, la menace de toute forme de vivant partout sur la planète. Petits, ils ont observé l'effondrement d'un continent majeur, l'Occident et ses valeurs, attaqués de plein fouet. Puis les attentats se sont enchaînés sur leurs écrans, dans leurs foyers. Et c'est ensuite les données des plus grands scientifiques internationaux sur leur avenir. Malgré tout, ils dépassent leur sidération et se lèvent pour agir et réparer ce continent bien malade, Gaïa, la Terre-Mère. Malgré tout, ils arrivent à interpeller les adultes, dans la rue ou à l'ONU. Malgré tout, des jeunes arrivent à interpeller, et cette énergie, ils la mettent au service du contenant. Que ces adultes s'estiment heureux, car l'énergie vitale physique et psychique des adolescents, associée à leur lucidité extrême, fait d'eux les meilleurs acteurs du changement d'un groupe, à une condition que les adultes soient capables de cette remise en question et de cette co-construction avec eux. Une remise en question nécessaire pour accepter le bilan et déclencher le changement. Une capacité de co-construction pour assurer aux jeunes un projet commun, porté par des adultes, mais qui les inclut et les enrichissent des expériences des anciens, positives ou négatives. C'est leur permettre qu'ils ne s'épuisent pas seuls, mais au contraire participent à une intelligence collective, terreau principal de la résilience sociale. C'est une remise en question des liens intergénérationnels, des places de l'individu et du groupe, de la nature du contrat social, de l'existence même d'un contrat social, des valeurs données à l'exploitation de l'humain, de l'enfant ou de la planète, et à son pendant, le sacrifice, la coopération et l'entraide, cette autre loi de la jungle. Et puisque la cécité des uns renforce la douloureuse lucidité des autres, commençons au moins par considérer l'enfant qui annonce que le roi est nu, car c'est ici la parole d'une jeunesse qui ne peut se permettre de rester en adolescence. Je vous remercie de votre attention.